Sud Radio, Berkov dans tous ses états. On va essayer de réécrire ensemble cet article 4 pour qu'il puisse passer tout à l'heure dans l'émission. On m'a hospitalisé immédiatement, chloroquine dès le vendredi matin. Vendredi soir, je commençais à me sentir mieux. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Je ne connais pas votre île, hélas, mais j'ai lu un livre. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Nous sommes en guerre. Voilà, on va parler de tout aujourd'hui, de tout, mais tout se résume, vous savez, tout se corrèle. Vous vous rappelez, le « Nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron, bien sûr, c'était sur le front du Covid. Mais aujourd'hui, sommes-nous en guerre, là, sur ce front-là, ou sommes-nous en guerre un peu partout? Entre Russie-Ukraine, entre Israël-Gaza et le reste. On va en parler longuement avec le général Jean-Bernard Binatel, qui est vice-président du think tank Géopragma. Et nous allons parler aussi de ce formidable retournement de scène. Vous savez, on vous en a parlé longuement dans l'émission d'hier, ce fameux article 4 sur le projet de loi sur les dérives sectaires, qui avait été supprimé au Sénat, qui avait été rejeté par l'Assemblée nationale, mais miracolo, il a été revoté hier. Et effectivement, il y a eu une formidable empoignade à l'Assemblée, on va en parler, et le problème n'est évidemment pas du tout fini. Et puis, les perles, les huées, les bravos, vous savez, comme d'habitude, et vraiment merci de vos appréciations là-dessus. Et nous allons recevoir un essayiste, Julien Gobin, qui a écrit un livre formidable, L'individu, fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on est en train de sonner après 2 siècles de lumière, d'individualisme, de raison, la fin de l'individu? Est-ce que le piège de l'intelligence artificielle va être bénédiction ou va se refermer sur nous? On en parle. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer et d'avoir des voix un peu dissonantes. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Que se passe-t-il? Effectivement, on sait les lignes de front aujourd'hui, les 2 foyers les plus forts, mais il y a pas que là. Évidemment Russie-Ukraine, évidemment Israël, Gaza, Palestine, ce qui se passe aussi au Yémen. Mais surtout, ce qu'on entend, ce sont non pas seulement les bruits de bottes, mais le son des bottes. Et alors on est assez frappé. Je vous donne comme ça quelques exemples, auditeurs sur les résistants de Sud Radio. Le chancelier allemand Olaf Scholz, il appelle à une production d'armement à grande échelle en Europe. Il s'agit, selon lui, d'un signal à l'adresse des Européens appelé à muscler la base industrielle de défense du continent. Voilà. Malgré les milliards d'euros livrés par les pays de l'Union européenne à l'Ukraine, eh bien, ceux-ci sont encore loin d'avoir atteint une capacité suffisante. Alors il dit, Olaf Scholz, nécessité urgente, car aussi dure que soit cette réalité, nous ne vivons pas en temps de paix. Je répète, nous ne vivons pas en temps de paix, dit le chancelier allemand. Mais il n'y a pas que lui. Josep Borrell, le vice-président de la Commission européenne, exhorte les 27 à réorienter les exportations d'armes vers l'Ukraine. Nous devons soutenir l'Ukraine non seulement le temps qu'il faudra, mais aussi tout ce qu'il faudra. Ce n'est pas seulement une question de temps, c'est une question de quantité et de qualité de fourniture. C'est une décision politique que les États membres européens doivent prendre. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, s'est félicité mercredi de la hausse des dépenses militaires des pays de l'Alliance. Le Canada a promis à cette occasion une nouvelle contribution de 60 millions de dollars pour aider l'Ukraine. Ministre de la Défense français, Sébastien Lecornu, et son homologue allemand, Boris Pistorius, ont annoncé la création d'une coalition de soutien à la défense aérienne de l'Ukraine qui doit rassembler 15 pays. Et enfin, last but not least, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé un accord de sécurité avec Volodymyr Zelensky, le président d'Ukraine,
un accord pour une durée de 10 ans. Et Rishi Sunak a promis 2,6 milliards de livres sterling d'aide militaire. Voilà. Alors, évidemment, également à Gaza, Joseph Borrell dit aux États-Unis de livrer moins d'armes à l'État hébreu. Mélenchon appelle les employés des ports à ne pas transporter d'armes vers Israël, etc., etc. Israël a mené d'ailleurs des raids aériens au Liban. Il se passe quelque chose qui est là, mais surtout, évidemment, pour l'Europe. On sent, en tout cas, plusieurs chefs d'État, chanceliers, ministres, qui appellent à une mobilisation générale. Général Jean-Bernard Pinatel, bonjour. 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 Alors, dites-moi, donc vous êtes, je rappelle, vice-président du think tank Géopragma. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Est-ce que ce sont, je dirais, des bruits oraux ou en fait, parce qu'on a l'impression, tout se passe comme si depuis quelque temps, on entend, non pas on va entrer en guerre contre la Russie, non, mais quand même, est-ce qu'on n'y en pas quelque part? Bon, ben écoutez, d'abord il y a une guerre en Ukraine, donc ça c'est un fait. Oui. D'ailleurs cette guerre, l'Ukraine ne peut pas la gagner pour un fait tout à fait qu'on occulte, c'est le fait nucléaire. Je pourrais vous en parler, mais surtout c'est qu'il y a une grande désinformation sur la volonté russe d'aller plus loin. Les Russes, pour des raisons géopolitiques, militaires et voire politiques intérieures en Russie, voulaient effectivement éviter que les Russes qui habitaient dans le Donbass soient... La population russophone du Donbass, oui. Les russophones, une population russe et russophone. Oui. Et pour eux, ils défendaient une terre russe acquise, si vous voulez, au cours des siècles, et en même temps une population qui, depuis 2014, était bombardée quand même pratiquement quotidiennement et avec plus de 10 000 morts. Bon, mais ils veulent pas aller plus loin. Et d'ailleurs, si vous voulez, les Russes ont dans leur mémoire la guerre d'Afghanistan, où ils ont perdu beaucoup de monde quand ils ont voulu aller dans un pays hostile. Ouais, et on sait très bien qu'au-delà du Dniepr, toutes les populations sont hostiles à la Russie, puisqu'elles se sont même engagées aux côtés d'Hitler pour les combattre. Donc, les Russes mènent, de leur point de vue, une guerre défensive. Et tout ce qu'on nous raconte pour dire qu'il faut soutenir l'Ukraine et la partie occidentale de l'Ukraine, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on nous dit que les Russes veulent aller plus loin et veulent conquérir l'Europe occidentale, c'est n'importe quoi. Oui, d'ailleurs, plusieurs personnes en Amérique et ailleurs disent oui, vous croyez que Poutine va s'arrêter là? Non, il va aller vers la Pologne, il va vers les Polognes, etc. On entend plusieurs personnes en Europe et aux États-Unis répéter cela. Bien entendu, oui. Mais là, il y a des intérêts qui sont derrière, qui sont évidents. Mais Poutine n'en a ni la volonté géopolitique, ni les moyens militaires, ni le soutien, n'aurait le soutien de sa population, parce qu'on nous raconte en permanence que la Russie est une dictature. La Russie est un régime autoritaire, mais il y a une opinion publique. Les Russes élisent leurs maires, leurs députés, leurs gouverneurs, et y compris leur président. Et il y a des médias sociaux en Russie. Même l'Institut américain a évalué les pertes russes en recensant tous les messages de condoléances et de deuil sur les médias sociaux russes. Donc il a une opinion publique, il faut pas croire, même s'il maîtrise les médias, les grands médias. D'ailleurs, comme on peut dire qu'en France, notre gouvernement maîtrise. On peut en parler. Mais aussi les grands médias. Jean-Bernard Pinatel, restons là-dessus. Juste, est-ce qu'à votre avis, oui, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Poutine à Tucker Carlson dans leur désormais célèbre entretien, est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, mais alors, on entend en même temps, vous voyez, Scholz, chez nous, enfin, en Allemagne, en France, aux États-Unis, vous voyez, avec Biden, il dit, il faut encore donner, il faut absolument donner des milliards, 100 milliards, 60 milliards, etc. Il faut aller plus loin dans l'aviation, etc., etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, très franchement, sans faire du tout de l'alarmisme et surtout pas faire des prédictions qui, comme on le sait, n'ont aucun sens, mais quand même, on a l'impression quand même que dans le discours, en tout cas, l'Europe, tout se passe comme si l'Europe s'engage plus fort encore qu'elle ne s'est déjà engagée.
Ben, écoutez, d'abord parce que les Anglo-Saxons ont dit que pour eux c'est pratiquement fini, quoi. D'abord, les Américains sont en campagne électorale, on a vu ce qu'a dit Trump. Les Anglais ont dit qu'ils étaient out of weapons. Donc, qu'il n'y avait plus d'armes, ils sont plus. Voilà, c'est aux Européens de prendre la relève, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de la prendre, en tout cas dans un délai de plusieurs années. On le sait très bien. Non, ce qu'il y a, et malheureusement, ce qui va manquer à l'Ukraine, c'est les hommes. C'est pas les armes et les munitions. On voit très bien aujourd'hui, ils ont eu des pertes considérables. Bien sûr. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus envie d'aller se battre. Donc, pour moi, ce qu'il y a, c'est que cette guerre a été voulue par les Anglo-Saxons, tout simplement pour diviser l'Europe de la Russie. Ils y ont réussi, mais ça se fait avec le sang des Ukrainiens. Et moi, si vous voulez, je suis un vieux général qui a fait la guerre d'Algérie. J'ai eu dans ma section le taux de perte, c'est-à-dire 37% qu'ont les unités élémentaires en Ukraine. Et je sais, j'ai été blessé à 9h30 du matin, évacué à minuit. Je sais les souffrances des soldats ukrainiens, et je trouve qu'il est totalement, pour tous ces gens, ces généraux énarques ou ces dirigeants européens qui... Vous parlez des généraux de plateau. Des gens tués. Font tuer des gens pour rien. Tuer des gens pour rien. Ils font tuer des gens pour rien. Parce que l'Ukraine ne pourra jamais reprendre les territoires annexés par la Russie. Parce que vous parlez de tout le Donbass et puis la Crimée. Zaporijjé et la région de Kherson. Ils ne pourront jamais les reprendre parce que les Russes, à ce moment-là, utiliseront l'arme nucléaire tactique s'ils étaient mis en difficulté par des forces. Donc, il faut qu'on arrive à un cessez-le-feu, il faut qu'on arrive... D'ailleurs, les Américains ont déjà admis que les 4 oblats annexés par la Russie sont perdus, y compris la Crimée. Et pour eux, ils ont atteint leur objectif qui était d'éviter la création d'une Eurasie. Et à partir de ce moment-là, pour eux, maintenant, c'est à nous de continuer d'alimenter. Est-ce que vous croyez que les Russes vont aller jusqu'à Odessa ? C'est une très bonne question. Et pour moi, ce serait une erreur. J'ai même bâti un scénario que j'ai appelé un pont trop loin, comme la bataille d'Arnhem, parce qu'ils pourront y aller. Mais ensuite, pour vous dire, le front actuellement, c'est 900 kilomètres. Donc, 50 km, le sud est protégé par le Dniepr. S'ils vont jusqu'à Odessa, ils sont obligés de recréer un front est-ouest jusqu'à Transnistrie de 450 km. Et donc, ils doivent non pas mobiliser, comme actuellement, ils ont 600 000 hommes, mais 1,2 million en permanence. Et donc, ils ont envie d'y aller. Ils ont énormément envie. Stratégiquement, ça se comprend. Mais le coût pour s'y maintenir serait énorme, et ça, il y a que Poutine qui peut dans sa tête dire, et dans ses calculs, de dire ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, oui. Mais donc, pour vous, soyons clairs, général, pour vous, en fait, ce qui est terrifiant, c'est que quelque part, vous dites que l'affaire est pliée, vous n'êtes pas le seul à le dire, et quelque part, on va continuer à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est ça qui se passe. Pour moi, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, les Ukrainiens, de plus en plus s'en rendent compte. De plus en plus, le chef d'état-major qui a été viré le disait clairement. Et les Américains, le chef d'état-major suprême américain, le général Milley, a dit quand on a une opportunité pour saisir un cessez-le-feu, il faut le faire. Parce qu'il voit très bien que aujourd'hui le risque. Alors franchement, comment vous expliquez, général, que en revanche, alors effectivement, vous parlez des Américains, et en même temps, ce sont les Européens, qu'ils soient français ou allemands, qui haussent le ton, en disant non, il faut se battre, il faut continuer à se battre, etc. C'est tous les gens qui veulent créer une Europe fédérale. Et donc, si vous voulez, il faut une belle menace pour créer cette Europe fédérale et la mettre au pas. On voit très très bien tout ce qui se passe aujourd'hui. On a commencé avec le Covid, maintenant on veut commencer avec la menace russe, qui est une menace pour l'Union européenne inexistante. Parce que
ce n'est absolument pas leur intérêt. Ce n'est pas leur intérêt. Et la Russie a beaucoup évolué. La Russie, c'est plus la Russie soviétique. Moi, j'ai travaillé en Russie pour les entreprises françaises entre 90 et 2005. Je peux vous assurer que les Russes, ils ont envie de vivre comme nous, en paix. Ben oui. Et effectivement, c'est là où effectivement je dirais le décalage est presque abyssal entre les paroles belliqueuses, surtout que, vous l'avez dit vous-même, combien de temps peut tenir une armée française d'aujourd'hui? On en a beaucoup parlé, certains ont parlé, c'est vrai que, est-ce que l'armée française a de quoi tenir une guerre aujourd'hui? Très franchement. Alors, d'abord, il faut dire que la France est un cas particulier en Europe parce que nous, on assure notre sécurité par la dissuasion nucléaire. Exact. C'est-à-dire qu'on est capable, en deuxième frappe, de créer un dommage et des pertes à un adversaire supérieur à l'enjeu qu'on représente pour lui. On est les seuls. Et d'ailleurs, la dissuasion nucléaire ne se partage pas, et dire qu'on va étendre notre dissuasion nucléaire à l'Europe, c'est pas sérieux. Jamais un président de la République enverra une arme nucléaire si notre pays est attaqué. Non, déjà même déclencher l'arme nucléaire si nous sommes attaqués, c'était... Moi, j'ai été au centre de ça. J'ai assisté... J'étais chargé de la sécurité des essais nucléaires. J'ai assisté à 5 tirs nucléaires de la puissance d'Hiroshima à 10 km de ces tirs nucléaires. Sur le Donbass. Je peux vous assurer que ça décoiffe à 10 km. J'imagine. Donc, on ne se rend pas compte. On discute tout ça d'une façon intellectuelle, mais la guerre, c'est quelque chose de terrible. Et une guerre nucléaire, il n'y aurait pas de guerre en Europe qui ne serait pas nucléaire. Oui, et c'est ça que c'est vraiment de ça qui. Les Russes sont pas fous et nous encore moins. Mais simplement nos politiques, si vous voulez, ils disent n'importe quoi. Ouais, c'est malheureusement à dire, mais c'est vrai. C'est effectivement, je dirais pas le mot de la fin, mais on peut vraiment se poser la question. Vous avez raison, Général Jean-Bernard Pinatel. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président du think tank Géopragma. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec André Berkoff qui recevra Nicolas Dupont-Aignan. On va parler de cet article 4 qui a été réintroduit dans la loi sur les dérives sectaires. Et puis si ça vous fait réagir, bien sûr, comme tous les jours, 0826 300 300 pour nous appeler, pour poser vos questions, pour réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ah mais franchement, c'est l'Assemblée nationale qui était hier dans tous ses états, hier et avant-hier. Imaginez, mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, eh bien, l'Assemblée nationale vote le rejet de l'article 4 sur le projet de loi contre les dérives sectaires. L'article 4 qui était rédigé, on en a parlé hier longuement, comme vous le savez, dans l'émission, de dire, attendez, on ne peut pas suivre... Il est hors de question, effectivement, d'accepter des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine, qui n'ont rien à voir avec la science, et qui donnent de fausses informations. Et d'ailleurs, je vais vous dire qu'il avait très très bien défini dans notre émission Sabrina Agresti-Roubache, l'auteur de ce projet de loi et de cet amendement. Écoutez Sabrina Agresti-Roubache. Juste pour rappeler l'article 4, c'est l'abandon. Alors c'est l'abandon de soins, donc la provocation à l'abandon de soins. Donc par exemple, quelqu'un est malade d'un cancer et vous avez un gourou 2.0 qui explique qu'il faut abandonner sa chimiothérapie. Et qu'en mangeant de la soupe, il sera sauvé. Et en mangeant de la soupe, il sera sauvé. Donc voilà, cette loi, je vais la défendre avec beaucoup de courage, avec la majorité et avec aussi le groupe socialiste qui soutient cette loi. Avec les écologistes, on va essayer de réécrire ensemble cet article 4 pour qu'il puisse passer tout à l'heure dans l'hémicycle.
Eh bien, elle a réussi. Ils l'ont réécrit ensemble et effectivement, le projet est passé. Il est passé 236 votants, 224 exprimés, 113 majorités absolues. Alors, au départ, effectivement, c'était les contre qui l'avaient emporté. Et là, 151 pour, 73 contre. On va en parler ensuite avec Nicolas Dupont-Aignan, avec le député Nicolas Dupont-Aignan, bien sûr, que vous connaissez, on va pas le présenter. Mais c'est intéressant de voir que sur les 577 députés, il y avait 236 votants et 224 exprimés. Que faisaient les 300 et plus autres? C'est quand même une question qu'on peut se poser, eux qui sont censés nous représenter et que l'on paye pour ça. Mais on va en reparler. Mais auparavant, alors voilà, on parlait des gourous, hein, effectivement. La provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique, ainsi que la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique lorsque ces incitations peuvent s'avérer particulièrement graves pour la santé physique ou psychique. Et qui n'est pas, on l'a dit hier, contre les charlatans et contre les gourous. Mais à qui s'adressait cette loi? Qui visait-on? On se dit, ben voilà, c'est le charlatan et les gourous. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, aujourd'hui député, qui, à l'Assemblée nationale, a dit ceci. Écoutez. Avant de venir, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé, par exemple, gourou et Raoult, et j'ai trouvé plus de réponses qu'en tapant Science et Le Pen. Pendant la pandémie, il y a eu d'un côté nos blouses blanches, au lit des malades, comme dans les laboratoires, et puis il y a eu Didier Raoult. Les premiers ont gagné notre estime et notre respect, le second a gagné de l'argent et des disciples. Est-ce que les critères de dérive sectaire sont réunis? À minima, il y a l'objet de débat. Les délires quasi messianiques d'un homme qui porte la blouse comme Raël porte la tunique, sur son talent exceptionnel qui l'emporterait à lui seul sur toute la communauté scientifique internationale. Les fils ininterrompus de malades devant l'IHU de Marseille en quête du précieux élixir. S'il vous plaît. Combien de malades en France refuseront un vaccin protecteur? Nous n'entendons rien. Voilà, c'était, comme vous l'avez vu, assez mouvementé. C'est intéressant, parce que là, Olivier Véran, là, il s'est pas embarrassé de formules. Le pelé, le galeux, d'où nous vient tout le mal, le Raël, le gourou, le charlatan, c'est Didier Raoult avec son précieux élixir, pendant que nous travaillons, lui, il se fait de l'argent avec, je crois, avec ses bouquins, non pas vraiment, et avec les labos. Mais enfin, voilà. Et effectivement, dans cette assemblée, Marine Le Pen lui a répondu très rapidement, et il lui a dit ceci. Alors aujourd'hui, le débat, puisqu'il y a une réécriture, c'est qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est monsieur Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi. Et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de monsieur Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult? Alors voilà, donc effectivement, ce qui est quand même, quel que soit ce que l'on peut penser de Didier Raoult ou du reste, donc la discussion était centrée sur Didier Raoult. Mais il y a quelque chose de plus intéressant encore. Nous avons retrouvé, d'ailleurs elle est dans les réseaux sociaux, hein, elle est accessible à tous, nous avons retrouvé le témoignage de la personne qui a rédigé l'amendement, qui est Sabrina Agresti-Roubache, vous savez, la députée macroniste, et qui a effectivement, comme elle a dit, voilà, c'est pour les gourous qui veulent donner de la soupe à ceux qui ont le cancer et qui croient les guérir comme ça. Eh bien, Sabrina Agresti-Roubache, elle, a été soignée en 2020 à l'IHU de Marseille par le professeur Didier Raoult. Et voici ce qu'écrivait l'auteur, ou l'autrice, si vous voulez, soyons modernes, l'autrice de cet amendement si controversé contre les dérives sectaires. Écoutez Sabrina
Raouch en 2020. Écoutez. On m'appelle donc jeudi pour me dire que mon mari et moi étions positifs. Moi avec de gros symptômes, on m'hospitalise. On m'a hospitalisé immédiatement. Chloroquine dès le vendredi matin. Vendredi soir, je commençais à me sentir mieux. Donc on m'avait dit que j'avais une charge virale très importante, des lésions pulmonaires au scanner. Et samedi matin déjà mieux, mais vraiment mieux. C'est-à-dire que je sais pas comment l'expliquer. Pourtant, j'ai l'habitude moi d'avoir des bronchites. Je suis plutôt, comme je suis asthmatique, donc disons que je suis plutôt habituée à ce genre de symptômes. Non, ce que vous nous dites, c'est qu'en 24 heures, votre état s'est vraiment amélioré. Est-ce que vous l'attribuez de façon certaine à la chloroquine ou est-ce que vous avez pris d'autres traitements? Moi, je ne suis pas médecin, mais ce qui est sûr, c'est que ma charge virale, en tout cas samedi, avait nettement baissé. Ce qui est sûr, c'est que je n'avais plus de symptômes, c'est-à-dire plus de maux de tête, plus de courbatures, quasi plus de fièvre, c'est-à-dire que je tourne maintenant aux alentours de 37,5. Plus de douleurs, quasi plus de douleurs pulmonaires. Une fatigue, mais une fatigue comme si vous sortiez, pour quiconque a eu une grippe ou une bronchite, vous n'êtes pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est une fatigue, on va dire, somme toute normale. Voilà. Alors voilà, elle a été soignée à la chloroquine et elle dit, écoutez, en 24 heures. Alors, il y a une chose la question que je me pose, et d'ailleurs, si Sabrina Agresti-Roubache a envie d'intervenir, évidemment, elle est la bienvenue. N'a-t-elle pas raconté cela à Olivier Véran, à son collègue Olivier Véran, qui lui explique effectivement ce charlatan de Raoult, c'est pas possible. Et voilà que sa collègue, elle a été apparemment, en tout cas c'est elle qui le dit, guérie par les méthodes de l'IHU Marseille-Méditerranée. Intéressant tout cela. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez suivi cela parce que vous êtes à l'Assemblée, vous suivez les votes, vous êtes député de l'Essonne, et franchement, alors il y a eu ce renversement, très bien, de vote, et là on se dit, mais où on est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un bateau qui prend eau de toutes parts? Qu'est-ce que ça traduit? D'abord, la fréquentation par les députés. Deuxièmement, ce projet de loi qui est rejeté, et quelques heures après, je sais que c'est légal, mais enfin, on peut se poser la question, qui est accepté. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, moi je me suis battu toute la nuit de mardi avec d'autres, et on a gagné, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir un vote de suppression, parce que il faut quand même bien dire que cet article 4 liberticide, il a été jugé liberticide par le Conseil d'État, il a été supprimé par le Sénat, et il y a une majorité des députés qui l'ont supprimé mardi soir. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Les macronistes sont revenus à la charge par un effet de surprise, ils ont mobilisé tout leur groupe, et il y a eu, à mon avis, des complices de la désertion. Il y a d'abord eu des complices, ce sont les socialistes qui ont voté pour. C'est abominable. Ce sont les écologistes, dont certains avaient voté contre mardi soir et qui ont voté pour mercredi après-midi. Donc les écologistes ont changé d'avis. Et puis, il y a eu la désertion des communistes. Pas un député communiste dans l'hémicycle. Pas un. Une abstention, je crois, et plus de 16 ou 12 absents. L'Elliott, vous vous souvenez l'Elliott, c'est Monsieur de Courson, la réforme des retraites. Il y a eu une voix contre. Une voix contre. Et le reste des abstentions et des absents. Donc en fait, qu'est-ce qui a dû se passer? Et puis les LR, les Républicains, il y a eu quand même 24 voix contre, mais il y a eu 36 absents. Et côté RN, c'est le groupe qui a été le plus mobilisé. Il y a eu 63 voix pour, mais il y a quand même eu 25 absents. Et dans les non-inscrits, il y a eu 2 contre, votre serviteur, et il y a eu des absents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi, elle est passée par une alliance entre les macronistes et les socialistes et les écologistes, et par l'abstention des communistes et d'Elliott. Voilà. On aurait mobilisé... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a des intérêts ou de la folie, je ne sais pas, du cynisme, parce que cette loi, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant toute la discussion, et vous pouvez reprendre mes vidéos, j'ai expliqué que c'était une loi pour bâillonner la liberté d'expression, mettre fin à la liberté médicale, mettre fin à la liberté du patient de disposer de son propre corps. Et à chaque fois, le gouvernement me disait « mais non, c'est contre les sectes ». Et puis,
À la fin, vous avez passé l'extrait de Véran. En fait, c'est une loi qui vise à cibler ceux qui se sont opposés aux injections, qui vise à défendre une science d'État. Ouais. Mais s'il y avait des juges indépendants, on pourrait retourner l'argumentaire. On pourrait poursuivre Monsieur Véran. Parce que Monsieur Véran, en voulant injecter tous les Français avec un produit qui n'empêchait pas la transmission et qui a produit des effets secondaires, on pourrait dire qu'il provoque, que c'est un charlatan, que c'est un gourou, parce que le vrai gourou dans cette affaire, le vrai charlatan, c'est Monsieur Véran. Quant à accuser le professeur Raoult d'avoir gagné de l'argent, c'est tellement bas et faux, puisque le professeur Raoult, justement, est un homme indépendant des laboratoires. Et c'est tellement dégueulasse, si vous voulez, que ça montre à quel point ces gens sont prêts à tout pour inverser les accusations. Ouais. C'est terrible ce qui s'est passé, mais c'est tellement gros. Je vais vous dire après, moi je suis intervenu de nombreuses reprises, et après il y a eu pire, il y a eu monsieur Delaporte, un député socialiste qui a perdu la raison, et qui m'a accusé d'avoir offert une place dans les tribunes de l'Assemblée à madame Palomba, qui, soi-disant, aurait dit que les riches se nourrissaient de paupières d'enfants et de sang. Vous voyez la folie des gens. Non mais les débats étaient des fous. Ouais. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je vais vous dire. Mais oui, parce qu'en fait, parce que quand on s'est opposé à cette loi, ils ont pensé, avec leurs gros sabots, il suffisait de dire sur toutes les chaînes de télé qu'il y avait un médecin qui avait proposé du jus de carotte à un malade du cancer qui avait abandonné son traitement et qui était mort. Il nous répète ça depuis 3 ans. Donc c'est ce qu'on appelle un élément de langage qui a dû être fabriqué par McKinsey et Pfizer. Donc c'est un élément de langage. Et ils ont répété ça. Alors vous allez voir, vous allez rire, parce que vous allez voir la ministre, elle répète ça toute la journée, dans toutes les interviews, depuis des années. Monsieur Véran répète la même chose depuis des années. Donc ça, c'est l'élément de langage. Ils ont tricoté un projet de loi contre les dérives sectaires. Et puis, dans ce projet de loi légitime contre les sectes, personne n'est pour les sectes, bien sûr, ils ont introduit l'article 4. C'est pas un cavalier législatif, c'est un dinosaure législatif. C'est gros comme une maison. C'est un article 4 qui a rien à voir avec les sectes. Mais qui est très grave, parce que cet article 4, avec cet article 4, Galilée n'aurait pas pu s'exprimer. Avec cet article 4, Pasteur n'aurait pas existé. Avec cet article 4, Raoult n'aurait pas existé. L'ivermectine n'aurait pas existé. Donc ça veut dire que c'est une science d'État au service d'industrie pharmaceutique. Alors que la science, c'est le doute, effectivement. Mais alors, il y a une question que je voudrais poser, Nicolas Dupont-Aignan, qui nous frappe. Alors, moi, c'est le citoyen, et je ne suis pas le seul à penser. Pourquoi, sur un sujet aussi important, et comme vous dites, qui met en cause beaucoup de choses, pourquoi, sur les 577 députés que compte l'Assemblée nationale, pourquoi il n'y avait que 236 votants? Et je parle de ça, mais on a vu beaucoup de votes fondamentaux où il y a une minorité de députés. Qu'est-ce que ça dit du pouvoir législatif aujourd'hui? C'est une honte. Et il y a 2 raisons à ces absences. Et il ne faut pas les confondre. Il y a une raison, c'est l'absence, et c'est la principale. Par exemple, le groupe communiste et les autres, c'est l'absence Ponce-Pilate. Vous connaissez l'histoire de Ponce-Pilate? On s'en lave les mains. On s'en lave les mains. On vient pas comme ça. On n'est pas accusé de voter pour, mais on laisse passer le truc. Et c'est pourquoi je persiste à penser qu'il y a eu un deal, bien sûr avec les socialistes et avec les écolos, puisqu'ils l'ont avoué, ils ont dit qu'ils étaient pour. Il y a eu des discours socialistes hallucinants qui me faisaient penser à la loi des suspects de 1793, pendant la Terreur. On a eu un député socialiste, toujours le sieur de la Porte, et puis un autre, qui nous ont dit qu'il y avait une science démocratique. Oui, c'est bien, oui. C'est Lysenko en Union soviétique, ça. Ouais. Ça veut dire, la science démocratique, si j'ai bien compris, c'est vous êtes au pouvoir, vous faites la science. Oui. C'est vous avez tort parce que vous êtes minoritaire. C'est complètement fou. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. C'était André Lénien en 81, absolument. Bon, ça veut dire que ça, c'est le début du fascisme et du stalinisme. C'est-à-dire que il y a une science d'État. Et la seconde raison, Nicolas Dupont-Aignan. La seconde raison, c'est la nullité, c'est la paresse. Ce sont des nuls qui scandaleusement viennent pas parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas lu. Mais qui n'a pas lu ce texte? C'est scandaleux. Mais moi, je vais vous dire, faut pas prendre les députés pour des imbéciles.
je pense que la plupart des abstentions, elles étaient soit organisées par les groupes, soit laissées faire par les groupes. Parce que si un groupe politique veut que les députés soient là, il peut pas les obliger tous à être là, mais 90% sont là. Ouais, c'est donc, alors j'oubliais tout à l'heure, faut être honnête, LFI a voté contre. LFI a voté contre, avec 46 votants contre, mais il y a eu une vingtaine d'abstentions. Donc, si vous voulez, pour moi, derrière, alors vous allez dire que je suis complotiste, mais cette loi, cet article 4, il vise à faire taire en prévision d'une future pandémie. Il vise à conforter l'industrie pharmaceutique. Il vise à conforter la science d'État. Il vise parce qu'ils ont perdu la bataille. Aujourd'hui, tout le monde a compris parce que c'est même Delfrécy qui l'a avoué. Et c'est ce que j'ai dit à Monsieur Véran. C'est quand même extravagant de voir Monsieur Véran nous dire que Raoult est un gourou alors qu'il a commis un mensonge d'État en faisant croire aux Français que le vaccin protégeait de la transmission. C'était en juillet 2021, la déclaration d'Emmanuel Macron, vous vous souvenez? Mais Delfrécy, tout le monde sait qui c'est, c'était le président du conseil scientifique. C'est celui qui était sur tous les plateaux télé. Il est passé il y a quelques mois sur France 24. Il a reconnu. Et il a reconnu, mais pire, il a reconnu qu'il avait prévenu le ministre de la Santé en mars 2021. Ça veut dire que l'homme de Macron, monsieur Delfrécy, professeur, qui a enfermé la France, qui a imposé les injections, qui était la caution scientifique, 2 ans après, pour laver sa conscience, dit la vérité à vos confrères de France 24 et charge Monsieur Véran. Et Monsieur Véran, qui devrait quand même avoir le cœur lourd, qui est démasqué, qui est témoin assisté devant la Haute Cour de justice, Monsieur Véran, il revient à l'Assemblée nationale et il fait le malin. Mais vous vous rendez compte? Oui, c'est l'assassin qui revient sur les lieux du crime. C'est le Grégory. C'était Grégory là pour le meurtre de la le petit de la jeune Grégory. fille. Oui, la Vologne. Non, c'est non. Comment il s'appelait celui qui avait tué sa femme et qui manifestait en pleurs à l'enterrement de sa femme? Cédric Jubilard. Non, Jonathan Daval. Ah oui, Jonathan Daval. Non, Jonathan. Voilà. Jonathan Daval, Véran, c'est Jonathan. Véran, c'est Jonathan. C'est-à-dire qu'il est coupable, il est responsable, il vient à l'Assemblée et il organise le vote d'une loi pour faire la censure des gens qui sont libres. Mais dernière question, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que ceci n'est pas effectivement, s'il peut le faire et s'il le fait comme il le fait, mais il y a Véran, mais il y a beaucoup d'autres, est-ce que ce n'est pas le fait de quelque chose qui nous frappe beaucoup, c'est la passivité. La passivité, les gens disent oui, c'est comme ça, ils acceptent et rien ne bouge. Je voudrais juste vous faire entendre un auditeur qui voulait réagir. C'est Julien qui nous appelle de Marseille. Bonjour Julien. Oui, d'Île-de-France, mais c'est pas grave, c'est pas de Créteil. Oui, bonjour Julien. Voilà. Bonjour André, bonjour Monsieur Dupont-Aignan. Déjà bravo parce que c'est vrai que vous avez fait votre boulot et ça c'est quand même effectivement qu'on soit d'accord ou pas avec vous, c'est à saluer. Mais moi je commence à en avoir ras-le-bol de ce gouvernement qui in fine vote dès que ça ne va pas dans leur sens, ils revotent avec des tours de passe-passe ou alors avec Madame Borne, ils nous font une vingtaine de 49-3. Et pendant ce temps-là, l'opposition n'est pas là comme c'est commode, ils ont piscine très certainement. Mais là quelle plus belle preuve que nous avons en fait affaire à une opposition croupion, à des tartuffes. Parce que dès qu'on n'est pas d'accord avec ce gouvernement, en fait, en préambule, eh bien, sur tous les sujets, ils veulent faire taire l'opposition. Moi, c'est ça qui m'effraie, si vous voulez, c'est que dès que vous n'êtes pas d'accord avec la doxa de Madame van der Leyen, avec les effets secondaires ou la politique du Covid qui a été mis en place, on pense au Perron, au Orio Code, aux Parola qui sont censurés ou à Tucker Carlson pour ce qui est du journalisme, bientôt ce sera un gourou. Pareil pour ceux qui ont dénoncé l'affaire Hunter Biden pour ce qui est en politique américaine. Et alors en politique française, on a un cas d'école qui est fantastique. Monsieur Poutou, Madame Artaud et alors surtout Monsieur Asselineau qui est mis dans le formol entre les deux présidentielles. Il y a déjà une censure qui s'établit en France et qui passe crème, puisque les journalistes aujourd'hui
ne font, pour une bonne part, hormis vous, qui le faites quand même, effectivement, André Berkoff, mais je suis désolé, c'est des procédés dignes de la Corée du Nord. Alors moi, je commence à en avoir marre, si vous voulez, de cette censure qui est admise, qui est permise, et qui se passe normalement, effectivement, sans aucun équilibre. D'accord, Julien, je voudrais que Nicolas Dupont-Aignan, qui vous a écouté, vous répondre, mais auparavant, peut-être juste une pause, une petite pause, et après nous redonnons la parole à Nicolas Dupont-Aignan. Merci. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Nicolas Dupont-Aignan, sans liaison. Vous avez écouté effectivement notre auditeur, et effectivement tout cela, on voit très très bien. Et c'est vrai, et c'est ce qui s'est passé là depuis 48 heures, c'est quand même un comprimé chauffé à blanc de ce qui se passe dans ce pays. Et on se dit, est-ce que tout ça, au fond, c'est une péripétie, c'est du quotidien, on va passer à autre chose, et circulaire, il n'y a rien à voir, ou à votre avis, et je sais que vous êtes sur le front, qu'est-ce qui peut changer? Parce qu'on se dit, voilà, c'est passé, puis on verra la prochaine pandémie, on verra ailleurs. Alors, ce qui se passe pour moi, c'est d'abord un pouvoir à bout de souffle, qui, comme tous les pouvoirs à bout de souffle, n'ont que la censure pour survivre. Premier point. La difficulté, et c'est ce que ressent l'auditeur, et c'est ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a très peu de chaînes d'information libres. À part Sud Radio, CNews, et j'en connais peu. Et donc, on a l'impression, et c'est l'objectif, c'est de faire croire à chaque Français qu'il est minoritaire, qu'il est isolé. Parce que quand il allume sa télé, il nous voit jamais. Vous me voyez là parce que j'ai l'habitude de venir sur Sud Radio, mais pas plus que les autres. Vous êtes très équilibré. Pareil, c'est News. Mais donc, le Français, il se dit, mais ce monde marche sur la tête, ce gouvernement est complètement taré, mais je comprends pas, j'entends que des gens qui sont pour lui. Donc, il s'isole. C'est le propre des dictatures. Donc, on a un problème d'information. Et puis, deuxièmement, je suis désolé, c'est pas pour critiquer mes petits camarades, mais on a un problème de courage dans la classe politique. C'est qu'on n'est pas nombreux. Et parce qu'ils ont peur. Et je vais vous dire de quoi ils ont peur. Ce qui m'est arrivé hier, ils m'ont ciblé. Ils ont peur d'être ciblés par la pensée unique et par les journaux. Et ce qui m'est arrivé hier, après que j'ai combattu pendant des jours, j'ai été chez Hanouna, j'ai été sur CNews, j'ai tempêté dans l'Assemblée, je suis intervenu, j'ai fait l'appel au règlement, j'ai fait tout ce que je pouvais tout seul. Bien sûr. Eh bien, monsieur Delaporte, le Robespierre du coin, a dit que, oh là, j'étais lié à des gens qui pensaient qu'il y avait des rites pédosataniques. Et il a osé dire, il a osé dire que je pensais que, parce que j'avais invité dans les tribunes de l'Assemblée une dame qui était chroniqueuse chez Hanouna, qui avait dû commenter un sujet et qui avait rien dit de mal. Elle l'attaque en diffamation. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ce matin, j'ai un SMS sur mon téléphone, c'est très intéressant, de Libération, et qui dit, mais vous n'avez pas eu honte, monsieur Dupont-Aignan, de faire entrer dans les tribunes une dame qui est canon, comme aux États-Unis. Mais j'ai dit, mais cette dame n'est pas canon, elle est journaliste, c'est n'importe quoi. D'abord, j'invite dans les tribunes de l'Assemblée des citoyens que je connais pas, et en plus, elle est tout à fait recommandable et elle n'est pas canon. Mais il va faire un article dégueulasse, disant que Dupont-Aignan, il est un peu trumpiste, canon, complotiste. Et puis, l'article de Libération va être repris par Le Monde, et puis il va être repris par Télérama, et puis après il va être repris par France Télévisions, et puis après il va être repris par... Ils vont se payer Dupont-Aignan. Voilà, Dupont-Aignan le complotiste. Mais ça n'empêche pas Dupont-Aignan d'être là et d'être plus que là, donc effectivement... Mais voyez la méthode, et voyez pourquoi mes collègues ont peur. C'est parce que mes collègues, ils ont peur. Parce que c'est un régime de terreur médiatique. Mais il va tomber, ce régime. Mais attention, attention, il va tomber que si les gens vont voter. Or moi, hier, j'ai eu un chauffeur de taxi qui m'a dit, monsieur, je suis écœuré, vous êtes formidable,
mais pour la première fois, je vais m'abstenir à la présidentielle. Mais je lui dis surtout pas, c'est ce qu'ils veulent. Ben, bien sûr. Surtout pas. Abstention, piège à con. J'ai déjà écrit un livre à ce sujet. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci de votre témoignage. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Debout la France et député de l'Essonne. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h et comme d'habitude, 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes... Judicieuse et peut-être péremptoire. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... C'est une scène assez lunaire, mais assez exemplaire, qui s'est passée sur le plateau de C'est ce soir, sur France 5. Alors voilà, une très bonne écrivaine, une journaliste de talent, Laure Adler. Laure Adler, on la connaît, était à France Culture, un peu partout, etc. Et on parlait de la situation à Mayotte avec Estelle Youssoufa, que vous connaissez, on l'a reçue plusieurs fois et avec plaisir ici, à Sud Radio, la députée lyotte de Mayotte. Donc, Laure Adler, on parlait de problème de Mayotte, et Laure Adler tint à peu près ce langage. Écoutez. Je ne connais pas votre île, hélas, mais j'ai lu un livre que vous avez dû lire il y a quelques années, qui a d'ailleurs obtenu un grand succès en France, de Natacha Apana, qui s'intitule Tropique de la violence, et qui mettait en scène de manière absolument magistrale toute cette jeunesse dans cette île, cette jeunesse en proie au manque d'avenir, en proie au manque de moyens, en proie au manque d'éducation. Et je voulais savoir si aujourd'hui... ce n'était pas ce problème-là qui était le plus important, c'est-à-dire pas distinguer, est-ce que dans cette jeunesse désorientée que met en scène magistralement Natacha Apana, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un film qui s'intitule aussi Tropique de la violence, de Manuel Chapira, est-ce que cette jeunesse sans avenir, ce n'est pas ça le sujet le plus important Alors voilà, pendant 5 minutes, donc, Laure Adler parle de Mayotte parce qu'elle a lu l'excellent roman qui parle de tropique, etc., enfin, tragédie, etc. Et voilà, ça raconte le désarroi de la jeunesse et tout ça. Et elle parle pendant 5 minutes, pratiquement. Et voilà ce que répond une partie, parce que elle répond évidemment plus longuement, Estelle Youssoufa, je rappelle, députée de Mayotte. Écoutez. Le livre comme le film Tropique de la violence font l'objet d'un immense rejet à Mayotte. Vous pourrez relire le livre, il n'y a pas un seul personnage mahorais dedans. Voilà, et encore je vous ai mis que quelques secondes. Il n'y a pas un seul personnage mahorais dedans. D'ailleurs, ce livre raconte effectivement une ONG, enfin une membre d'une ONG française qui secourt un Comorien qui est délinquant, et c'est ça, voilà. Pas un seul Mahorais, c'est entre des Français et une Française et un Comorien. Voilà. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, effectivement, en toute bonne foi, les personnes qui viennent parler de quelque chose et qui disent « Ah, mais j'ai lu un livre, donc je peux en parler puisque j'ai lu le livre. C'est magnifique. C'est vrai. Moi, j'ai lu, effectivement, Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss et je connais tout sur l'Amazonie, les Nambiquara. » Enfin, et voilà. Voilà ce qui se passe quand quelqu'un dit quelque chose alors qu'elle n'a rien à dire. Et vous savez, c'est vrai que ce que disait Raymond DeVos, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. En même temps, de temps en temps, un peu de retenue ne fait pas de mal. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vieux merveilleuse chanson de Jacques Brel, bien sûr, que l'on connaît tous et qu'on en apprécie ô combien. Mais alors là, c'est très intéressant ce qui se passe aux États-Unis, je rappelle, la plus grande puissance mondiale. Alors, il y a eu quelque chose d'intéressant. On a accusé Joe Biden, Joseph Robinette Biden, le président des États-Unis, d'avoir conservé par-devers lui des documents confidentiels. Alors, il était poursuivi et un procureur spécial chargé d'enquêter sur ces accusations de mauvaise gestion de documents confidentiels a blanchi Joe Biden. Il était pour lui, il l'a blanchi. Mais pour quelle raison ? Et c'est là où ça devient très intéressant. Voilà,
il a fait un rapport de 388 pages et Robert Hur, le nom du procureur, évoque un entretien de 5 heures étalé sur 2 jours avec Joe Biden, au cours duquel il dit avoir constaté que je le cite, le procureur, que sa mémoire avait empiré. Et il ne se souvenait plus quand il était vice-président, ne sachant plus exactement quelle année son mandat avait commencé ou s'était achevé, ni exactement l'année du décès de son fils Beau. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il n'a plus sa mémoire, il n'a plus toute sa tête, dit le procureur, et donc on peut le dire un non-lieu, on peut le blanchir, on peut pas engager de poursuite, puisque le pauvre ne se rappelle même pas de la mort de son fils, ne se rappelle pas quand il était vice-président, ne se rappelle plus de rien, et d'ailleurs on l'a vu à plusieurs reprises, confondant Emmanuel Macron, c'est le président allemand, il avait rencontré Mitterrand en 2006, 10 ans après sa mort, etc., etc., etc. On en est donc aux États-Unis, encore une fois, où un procureur, sous les applaudissements du public démocrate bien sûr, blanchit un président, lui donne un non-lieu, pas de poursuite, puisqu'il est devenu sénile. Il ne le dit pas sénile, mais il dit à peu près ça. Donc vous voyez, tout se passe pour le mieux dans les classes dirigeantes, dans le meilleur des mondes qui nous gouvernent. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h10 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Et on est ravis de recevoir aujourd'hui pour sa première radio l'essayiste et auteur de ce livre L'individu, fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle aux éditions Gallimard. C'est Julien Gobin qui est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Julien Gobin, j'ai lu ce livre qui vient de paraître vraiment avec beaucoup de plaisir et c'est très intéressant parce que vous parlez de l'intelligence artificielle, vous parlez des évolutions, non pas de l'humanité, mais de l'esprit humain, du mental et du comportemental depuis pratiquement les Lumières, depuis 1789, l'ère Lumière, etc. Et c'est très intéressant parce que vous parlez de 3 stades. Alors, vous avez utilisé, je voulais savoir, une métaphore intéressante, pourquoi la chrysalide et le papillon ? Alors, parce que c'est une métaphore particulièrement parlante pour comprendre les changements qui sont en cours actuellement dans notre civilisation. C'est une métaphore empruntée à l'entomologie, la science des insectes. Donc, tous les insectes qui ont un état larvaire, les mouches, les abeilles et les papillons, la chenille, il y a l'ancienne structure qui est celle du premier stade et la chrysalide est le moment de la transformation, mais pas simplement d'une transformation graduelle, c'est d'une métamorphose. On passe d'un état initial à un état final complètement différent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de la chrysalide, le corps de l'insecte se dissout de l'intérieur, il se digère lui-même et provoque un état liquide qui est particulièrement intéressant pour comprendre notre société. On dit beaucoup que la société postmoderne dans laquelle nous sommes, dans laquelle les valeurs se dissolvent, le cadre collectif commence également à se déliter, est une société liquide. Et donc dans la chrysalide, ces nutriments qui correspondent à l'ancien corps de l'insecte doivent nourrir des cellules souches, on appelle ça des cellules en dormance qui vont activer le prochain corps. Et l'enjeu de mon livre, c'est de se demander finalement aujourd'hui... Le prochain corps étant le papillon. Le papillon, mais peut-être une mouche verte. Une mouche verte, oui. Et donc l'enjeu est de se demander, aujourd'hui nous sommes dans cet état liquide, et est-ce qu'on ne pourrait pas identifier ces cellules en dormance que les nutriments de l'ancien corps viendraient nourrir pour avoir une image, une photographie du monde de demain, et là entrer dans la prospective. Alors c'est ça, c'est très très intéressant parce que justement, vous parlez des 3 stades, enfin ce que vous appelez les 3 stades déconstruction, état liquide, reconstruction. Donc, je résume rapidement, on aura le temps d'en parler. Vous commencez avec les droits de l'homme, le XVIIIe siècle. Vous parlez après de la malaise dans la civilisation, au moment de l'état liquide, le postmoderne dans lequel on est aujourd'hui. Et vous dites... Attention, arrive, mais là, il faut savoir comment penser, s'en méfier ou ne pas s'en méfier, et surtout comment les gérer, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, le genre, etc., etc. Et vous parlez effectivement de ces métamorphoses de l'individu, enfin, comment on est arrivé à l'individu, et est-ce que l'individu ne risque pas d'exploser et de se dissoudre dans quelque chose qu'on veut, justement, au nom de la raison, au nom de la technologie, au nom des transformations, lui adjoindre de gré ou de force. On va en parler longtemps après cette petite pause.
Sud Radio, votre avis fait la différence. Je remercie Sud Radio de pouvoir donner la parole aux Français sans les couper, en ayant d'autres avis. Et ça, vraiment, c'est la seule radio en France qui puisse le faire, donc je tiens à le souligner. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'individu, fin de parcours. Alors c'est fini, l'individu, la liberté. On parle tout le temps. Là, on en a parlé hier, aujourd'hui, de la liberté d'expression, de la liberté de s'exprimer, de la censure, etc. Et puis voici qu'apparaissent un certain nombre, les fantômes qui arrivent à notre rencontre, comme disait Goya. Qu'est-ce qui se passe? Alors Julien Gobin, je voudrais que vous rappeliez un peu, on va faire un peu d'histoire, mais on comprend rien si on ne fait pas un peu d'histoire. L'individu en tant que tel, l'individu libre, l'individu doué de raison, l'individu, le libre arbitre, il a apparu quand à peu près? Vers quand? Alors il apparaît grossièrement au XVIIIe siècle avec le siècle des Lumières. Ouais. Et c'est l'individu finalement, c'est celui qui est doté d'un libre arbitre, qui pense par lui-même, qui est autonome et qui se construit par l'émancipation à l'égard des déterminismes sociaux. Donc la Révolution française, par exemple, c'est le moment où le citoyen peut s'affranchir de l'ancien régime, peut penser par lui-même, et c'est au fondement même de notre démocratie, puisque si on vote pour un candidat, c'est en son âme et conscience. On n'est pas la marionnette de structures sociales qui nous imposeraient nos choix. Alors qu'avant, il y avait la religion, il y avait un certain nombre de contraintes. Voilà, la croyance collective, l'ordre collectif déterminait la façon de se comporter. C'est ça. Et donc les sociétés individualistes qui sont le fruit des Lumières ont pour but de faire émerger l'individu. Et c'est une trajectoire qui s'est effectuée sur plusieurs siècles avec de grands combats qui ont été nécessaires, donc dans le droit du travail, même l'émancipation des femmes. Tout ça, c'est l'idée étant d'émanciper le citoyen des contraintes non choisies qui l'empêcheraient d'être lui-même. Et on arrive aujourd'hui à un moment où les grands combats ont été gagnés, mais ce logiciel proprement démocratique que nous avons au fond de nous-mêmes et dont nous sommes tous les produits, bien sûr, cherche de nouveaux combats également. Où s'arrête la contrainte? Est-ce que, par exemple, l'éducation que j'ai reçue par mes parents est une contrainte, oui ou non? Est-ce que je dois la déconstruire ou pas? Est-ce que même les lois sociales ou la civilité, la politesse, est-ce que c'est une contrainte puisque ce n'est pas mon moi profond, mon moi authentique qui s'exprime? Et à partir de quand est-ce que la quête de l'individu doit s'arrêter ou non? Oui, mais alors justement, Julien Gobin, vous posez la question, mais il faut bien, de toute façon, quelle que soit la vie en commun et les idéaux, il faut vivre avec des règles. Je veux dire, on ne peut pas dire, la liberté, c'est pas de faire n'importe quoi. À ce moment-là, je ne vais pas pisser dans le studio, etc., etc. Je veux dire, il y a des contraintes, des règles du jeu. Qu'on peut discuter, bien sûr, mais est-ce que ces contraintes-là n'ont pas toujours existé et continuent à exister? Alors, elles ont toujours existé, mais maintenant, certains traits qu'on peut avoir qu'on juge fondamentaux dans notre personnalité, fondamentaux dans notre moi profond, nature authentique, peuvent être revendiqués comme un droit fondamental, un droit humain. Par exemple, si on parle du genre. Par exemple, si je suis né dans un corps d'homme, je me sens femme. Ma nature profonde est je me sens femme, donc j'exige d'être reconnue par la société en tant que telle, puisque c'est ma nature. Et il est hors de question que des lois sociales viennent déterminer mon identité. Voilà, ça c'est un exemple actuel et qui est éminemment démocratique. Vous me reconnaissez, j'ai mon droit et vous devez me respecter en tant qu'homme voulant devenir femme, femme voulant devenir homme. C'est ça. Ouais. Et avec évidemment cette ambiguïté. Puisque je trouve que c'est une revendication qui est tout à fait logique dans le logiciel de l'émancipation de l'individu. Et donc ce n'est pas un hasard si c'est aujourd'hui que ça arrive, puisque ce sont dans les sociétés démocratiques qu'on a cette volonté de s'émanciper, de se reconnecter avec son moi, que j'appelle le moi profond, le fort intérieur, le moi authentique. Mais comment savoir justement, parce que vous avez pris cet exemple, comment savoir si à un moment donné ce n'est pas un faux moi profond? Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de repentance là-dessus. C'est le moi supposé profond. Et avec beaucoup évidemment d'ambiguïté, c'est là tout le problème.
Il suffit alors si on prend la question du genre, il peut y avoir des personnes qui souffrent de dysphorie de genre, de sentir appartenir à l'autre genre. Et c'est une maladie qui est recensée par les psychiatres, tout à fait vrai, mais d'autres peuvent tout à fait, par un effet de mode, qu'on peut avoir d'imitation. On sait que les homo sapiens adorent se regrouper, se conformer à des groupes. Et donc pour une simple imitation, il suffit de se déclarer comme tel, et puis on peut changer d'avis ensuite plus tard. Et là, où est le critère, où est le barème qui nous permet de savoir à quel point on l'est ou pas. Surtout si l'on a fait une consommation ou d'estrogènes ou un certain nombre de médicaments ou autres qui feront que ça peut être aussi irrémédiable. Oui, absolument. Et là, cette consommation dont vous parlez soulève un point que je développe, qui est l'ambiguïté entre ce ressenti qui appartiendrait finalement, quand on écoute les témoignages de personnes qui souffrent de dysphorie de genre, ils disent: depuis ma plus tendre enfance, depuis mes premiers souvenirs de 3 ans, je sais que je ne suis pas dans le bon corps. Comme s'il y avait presque une âme qui aurait elle-même un genre, d'ailleurs c'est intéressant, qui s'incarnerait dans le mauvais corps, tout en reconnaissant que finalement il y a des genres. Déjà c'est la question, mais ensuite une fois qu'il y a le traitement hormonal, pour ceux qui joignent le geste à la parole et qui font vraiment l'opération, là c'est un lot de déterminisme qui arrive. La biologie et qui, je montre dans le livre, peuvent avoir un impact d'abord évidemment sur l'aspect extérieur, mais aussi sur le tempérament. Et le tempérament, ça je ne l'ai pas inventé, je suis allé voir les brochures de sensibilisation. Oui, vous avez vu, pendant vous dites, voilà, maintenant je sens que je pleure beaucoup plus facilement, etc. Oui. etc. Alors ça c'est très amusant parce que c'est intéressant. Alors c'est les transsexuels qui expliquent leur cheminement, leur transition sur plusieurs années, expliquent que pendant le traitement hormonal, un homme qui est devenu femme dit voilà, maintenant j'ai des crises de larmes, j'ai des amis qui ont des problèmes de logique, le cliché absolu de l'autre genre. Et pour les femmes qui sont devenues hommes, c'est un excès de libido, ne plus pouvoir se retenir, etc. Elle retombe en fait dans un genre, elle retombe dans un conformisme quelque part. Et c'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement réactionnaire. Et je trouve ça très étonnant. Et alors il y a aucun jugement moral, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que d'un côté on a les transsexuels qui font le traitement hormonal, les autres transgenres qui disent qu'il n'y a aucun genre et que tout est construction sociale. Les deux manifestent dans le même mouvement global LGBT. Oui. Et pourtant, en présupposé métaphysique et idéologique, c'est les opposés absolus. D'un côté, il y a des idéalistes qui déconstruisent toutes les conventions, et de l'autre, ceux qui veulent rejoindre certains déterministes, certains canevas sociaux. Et certaines conventions, et effectivement certains comportements spécifiques de l'homme ou spécifiques de la femme. Voilà. Et alors, au-delà de ça, Julien Gobin, l'individu aujourd'hui, vous dites, vous posez la question avec un point d'interrogation, l'individu fin de parcours. Alors pour vous, on est vraiment en fin de parcours? Alors il y a des signaux qui nous montrent qu'on est en fin de parcours. Alors lesquels? Bon, déjà c'est difficile de se rendre compte quand on n'est pas dans les nouvelles générations. C'est un mouvement sur plusieurs générations qui se fait, puisque par exemple moi je suis né avant Internet, donc j'ai encore d'autres modèles, et petit à petit ça se déplace. Mais l'indicateur qui traduirait cette fin de parcours, c'est finalement ce qui définit l'individu. L'individu est défini par le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est penser par soi-même, avoir le choix entre une situation A ou B, pouvoir faire autrement que le chemin déjà tracé. Bon. Or, ce libre arbitre aujourd'hui est attaqué de toutes parts, sur plein de fronts. D'abord théoriquement. Par exemple, oui. Théoriquement par la science. Les avancées en neurosciences, en biologie, montrent que finalement tout ça, ça ressemble à une illusion. Il y a des expériences qui sont déjà anciennes, mais par exemple l'expérience de Libet en 73, on demande à quelqu'un d'exprimer son libre arbitre en levant le bras droit, le bras gauche, le doigt droit, selon son bon vouloir. Et avec des électrodes, et on voit une activation du signal électrique avant la décision consciente, jusqu'à 10 secondes dans certains cas, et on peut à ce moment-là prédire le choix qui va être fait volontairement, consciemment, etc. Donc dans des conditions très expérimentales, déjà on se rend compte. Ensuite, en sociologie, on voit bien qu'il y a des grandes tendances, que les personnes pensent être libres et suivent des grands mouvements. Le big data permet désormais d'avoir ces données-là. Donc ça, c'est à la limite théorique. Mais dans les faits, et c'est là où c'est intéressant, quand bien même le libre arbitre existerait, est-ce que l'environnement actuel nous permet de l'exercer? Et c'est ça qui est intéressant. Alors on dit notre société démocratique a comme fondement le consentement libre et éclairé. Alors le consentement est-il libre? On en a parlé pour les vaccins, pour les médicaments et autres, par exemple. Par exemple, voilà. Donc le consentement est-il libre lorsqu'on peut avoir des manipulations algorithmiques qui nous mettent dans des trajectoires, peuvent jouer sur nos biais cognitifs pour nous orienter dans certaines décisions. Dans la Silicon Valley, les GAFAM ont le vôtre et le mien, ce qu'on appelle une poupée vaudou. Je ne sais pas si vous connaissez la poupée vaudou. Non, donc la poupée vaudou, quand on la pique, ça touche la vraie personne. Et bien cette poupée vaudou, c'est le double numérique. Toutes nos données forment un modèle, et en voulant nous
conduire à consommer ou à prédire nos habitudes. Il suffit de jouer sur cette poupée pour que nous ensuite on soit. Vous voulez dire, on crée de toutes pièces un espèce de modèle un avatar. qui rassemble énormément, un avatar qui ressemble à des millions de gens, c'est ça? À nous-mêmes, individualisés. Et donc un exemple, c'est la question, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de parler avec des amis, le lendemain vous avez une publicité qui ressemble étrangement à votre conversation. La question c'est, est-ce qu'on est écouté? Si on était écouté, bon, déjà c'est nié par les GAFAM, mais quand bien même ça supposerait une quantité de données. C'est pas un peu complotiste ça? Alors justement, ça supposerait une quantité de données hallucinante. Bah oui. Et donc si ça n'est pas la solution. En revanche, c'est que la poupée vaudou qu'ils ont de nous-mêmes permet de prédire nos comportements à 1, 2, 3, 5 jours, prédire nos envies pour cibler les publicités. Et à ce moment-là, la publicité ciblée n'est que la conséquence de notre état initial précédent. Et c'est là où la question de la manipulation peut être tout à fait envisagée, puisque si on nous connaît parfaitement, on peut jouer là-dessus. Donc ça, c'est le consentement libre, mais le consentement est-il également éclairé dans l'environnement d'aujourd'hui, qui est particulièrement complexe, changeant? Comment se repérer, où trouver les bonnes informations, mais également où trouver également... Entre les fausses, les vraies, les fakes... Ce qu'on appelle les deepfakes, qui sont les informations manipulées, très réalistes. Donc là, on va sûrement avoir besoin d'intelligence artificielle pour faire un premier filtre à cette submersion. Je reprends l'expression de Bruno Patino, la submersion d'informations, mais également aussi une ambivalence entre un environnement qui est désormais régi par ce qu'on appelle une technocratie, des process, notamment dans les entreprises. Est-ce que l'individu, dans ces cas-là, a encore le loisir d'exprimer sa marge de manœuvre? Je prends un exemple très concret de deux situations. Si vous voulez faire un crédit, vous allez voir votre banquier et il vous dit, ah bah non, je ne peux pas, le logiciel m'a dit que le taux avait changé, maintenant je peux pas et j'ai pas la main là-dessus, c'est le calcul. Le taux AOC, etc. Et je n'ai pas la marge de manœuvre, finalement il n'est qu'exécutant. Inversement, dans un environnement qui n'est pas optimisé à ce point-là, on a le plombier par exemple, qui se débrouille, exerce son libre arbitre, peut trouver des solutions et a une marge de manœuvre. Et ça, c'est le première grande tendance de l'uniformisation par des process. Mais de l'autre côté, on a aussi, et ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, un monde dans lequel les règles ne sont pas données pour l'individu. Il doit choisir lui-même quelles sont ses trajectoires de vie. Et face à cette complexité, on risque il y a beaucoup de maladies contemporaines, la dépression, le burn-out, etc. Et à ce moment-là, les intelligences artificielles peuvent prendre le relais et se substituer à notre libre arbitre qui se révèle, dans certains cas, sous-optimal. Et donc l'environnement d'aujourd'hui rend cet outil forgé par des milliers d'années d'évolution peut-être sous-optimal parce que justement, il n'est plus adapté à notre environnement actuel. Notre environnement, c'est vertigineux. En tout cas, c'est vertigineux. Ce que ça donne après. On va en continuer à discuter après cette petite pause. Tout de suite. Avec vous au 0826 300 300 pour poser vos questions, pour intervenir ou pour réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h31 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Julien Gobin, essayiste, qui vient nous voir pour ce livre, L'individu, fin de parcours, point d'interrogation, le piège de l'intelligence artificielle. C'est aux éditions Gallimard. Alors justement, Julien Gobin, parce que ça pose effectivement des problèmes, je disais, vertigineux, parce que nous sommes tous extrêmement attachés à notre libre arbitre dont vous parlez, nous sommes attachés à l'émancipation, nous sommes attachés à être soi-même, et nous sommes aussi attachés à faire société, comme vous dites. Tout ça je ne crois pas, sont des choses qui vont disparaître, en tout cas de sitôt. En tout cas, une bonne partie de l'humanité, on le voit encore aujourd'hui, tous les jours, veille à ça. Et puis, vous avez cet extraordinaire, effectivement, développement de l'intelligence artificielle, de l'homme augmenté, enfin augmenté entre guillemets avec le transhumanisme, cette espèce de savoir par rapport à, effectivement, d'aller plus loin, on appelle ça toujours le progrès, on a toujours l'air du progrès, mais c'est le même, il y a le progrès par les révolutionnaires, les Lumières, l'humaniste, et là le progrès par les GAFAM, la Silicon et les transhumanistes et autres. C'est plus du tout le même progrès. Alors, c'est un progrès qui a quand même un lien. Alors, je m'explique. Ouais. Le transhumanisme, tel qu'on le connaît de la Silicon Valley, cette idéologie, reprend de manière étonnante le programme des Lumières. Mais par d'autres moyens. C'est la continuation des Lumières par d'autres moyens. Alors, quels moyens, justement? Ces moyens, c'est que,
je reprends en 2 mots la philosophie des Lumières, c'est le progrès de l'humanité, plus de moralité, plus de civilisation, améliorer l'espèce humaine dans une longue trajectoire par l'éducation. Mais on a à ce moment-là les progrès de la science qui sont pas encore ceux d'aujourd'hui. Néanmoins, Condorcet, qui est un parfait représentant, se demande, il se dit mais finalement ce qui fait le succès de l'humanité, etc., c'est l'éducation. Le problème, c'est que tout ça repose sur un substrat biologique, une certaine nature humaine qu'on ne peut pas contrôler. Et Condorcet disait c'est la biologie la base. C'est la base. Et si on pouvait modifier cette biologie comme on peut sélectionner des chiens. Si des parents qui ont un tempérament fougueux, impétueux, violent, pouvaient ne pas donner des enfants qui ont cette conformation. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer à ce moment-là la biologie humaine pour participer, un outil parmi les autres, pour améliorer l'humanité? Or, ce qu'on a découvert, l'histoire a tragiquement montré que le projet des Lumières s'est un peu fracassé au cours du XXe siècle. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, la décolonisation, mais également la crise écologique, qui est un peu cette poursuite de se dire l'homme maîtrise la nature. Et le transhumanisme de la Silicon Valley se dit finalement, l'erreur, ce n'est pas le progrès de l'humanité, l'erreur, c'est d'avoir mal compris ce qu'était l'être humain. L'être humain n'est pas doté de ce libre arbitre un peu métaphysique qui viendrait de nulle part, cet entendement qui reposerait sur des présupposés un peu mystérieux. Non, l'être humain, c'est un circuit, un gros ordinateur. Et une fois qu'on ne peut avoir compris ça, on va pouvoir intervenir réellement et ne pas avoir des espoirs trop hauts pour l'humanité. Au contraire, c'est en connaissant bien ce qu'est la nature humaine réellement qu'on va pouvoir reprendre ce projet. Et finalement, c'est à partir de là, on comprend très bien que le projet, c'est à partir d'innovations technologiques qui sont les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, mais aussi les neurosciences, de pouvoir améliorer la nature humaine pour ne pas la faire tomber dans ces pièges. Voilà, alors, parce que c'est ça le truc. Améliorer la nature humaine, on veut donc... Mais la changer, la modifier, la bouleverser ou pas? Parce qu'il est là le problème. La bouleverser parce qu'elle est sur certains points très archaïque. Et c'est amusant, on parle beaucoup. Alors voilà, je fais un tout petit parallèle très, très amusant, mais pas amusant du tout, mais révélateur. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, quand elle a éclaté, on avait Vladimir Poutine qui est l'archétype du mal alpha pétri de ces mal dominant, le gorille au dos argenté qui pose le poing sur la table, et de l'autre côté l'Occident qui est contraire sur dépasser tous ces biais qui font que ils ont peut-être été efficaces à une époque, mais nous ne sommes plus dans ce monde-là. Voilà. Et le transhumanisme cherche à dépasser un peu tous ces archaïsmes évolutifs qui ont été avantageux à une époque, mais désormais se révèle inefficient. Alors justement, si vous poussez la métaphore ukrainienne aujourd'hui, sans prendre tout parti, on va pas faire de politique, mais ils disent attendez, aujourd'hui quand même le mal dominant alpha aux écailles d'argent est en train de gagner la guerre. C'est-à-dire, est-ce que franchement, malgré tout ce dont on parle, effectivement, intelligence artificielle, etc., il n'empêche qu'aujourd'hui on est dans un monde multipolaire où les nations s'affrontent, enfin ce n'est plus le monde d'avant. Alors, en même temps, il y a ça, mais est-ce que l'Occident, qui est encore le gardien de ce trésor-là, et on a l'impression non pas qu'ils se font voir, mais qu'ils s'affaiblit avec ça? Alors, l'histoire nous le dira, parce que, bon, là, si on parle sur le long terme, on sait qu'il y a des étapes de l'histoire qui peuvent être différentes. Mais la question, c'est plutôt de se dire, est-ce que la période actuelle, conflictuelle, ne renforce ou affaiblit les valeurs au sein de la cohésion? Est-ce qu'on défend plus que jamais les droits de l'homme, ou est-ce qu'au contraire, nous aussi, on va faire des compromis pour abandonner notre modèle? Et en général, quand une civilisation est attaquée, elle a tendance à resserrer ses valeurs fondamentales. Voilà, resserrer les rangs. Et pour revenir, donc là, la discussion qu'on avait était sur le transhumanisme. Donc le transhumanisme de la Silicon Valley, il ne faut pas penser que c'est tout le transhumanisme. Et c'est là où le débat en général peut-être se fourvoie. C'est que c'est une idéologie particulière, mais on peut tout à fait avoir un transhumanisme communiste, un transhumanisme écologiste, parce que c'est la technique qui viendrait servir des valeurs. Donc les valeurs, c'est qui sont choisies
Par les hommes, quand même. Par les hommes, absolument. Mais donc là, on a évidemment un bon candidat pour le transhumanisme de la Silicon Valley, puisqu'il a des affinités avec les notions d'individu. Mais je ne vois pas aujourd'hui une levée en masse des Occidentaux dire oui, on veut absolument les implants neuronaux, etc. Ouais. En revanche, on n'a pas besoin d'adhérer aux implants neuronaux pour utiliser son smartphone pour être bardé de technologie. Ouais. Et c'est là où l'autre définition finalement qu'il faut retenir pour le transhumanisme, ce n'est pas une idéologie particulière, mais finalement c'est l'irruption de la technologie dans toutes les sphères de notre existence, être humain compris. Ouais. Voilà. Mais alors justement, être humain compris, et c'est vraiment là où on a l'impression, non pas d'une frontière, mais jusqu'où peut-on aller? Parce que quelque part, si vous écoutez les transhumanistes et les genrés, encore une fois, je reviens à ça, la biologie n'existe plus, ce qui ne veut strictement rien dire, mais effectivement, enfin, en tout cas, ils le pensent, peut-être qu'ils ont raison, je ne sais pas, mais de dire, écoutez, aujourd'hui, nous pouvons tout maîtriser. Est-ce qu'on peut tout maîtriser ou est-ce qu'on va tout maîtriser? On commence à maîtriser. On commence oui. Et cette idée est de transformer le hasard en choix, le hasard de la nature en choix volontaire. Donc ce triomphe de la volonté individuelle est justement un élément caractéristique de la quête de l'individu. Je donne 2 exemples. Par exemple, vous parliez du changement de sexe. Le traitement hormonal, la transition, c'est de la biologie. Il y a un endocrinologue, il y a un chirurgien, c'est de la science. Il n'y a pas de changement de sexe sans la science. Je parle également maîtriser un élément qui serait par définition le plus mystérieux, c'est la vie. Donner la vie, la naissance, l'embryon. Il y a des progrès effarants en sélection des embryons, on appelle ça l'eugénisme. L'eugénisme qui résonne de manière automatique comme le nazisme, sélectionner les personnes. Or, c'est quelque chose de bien plus ancien. Fin 19e, début 20e, toutes les sociétés progressistes en Europe, en Occident, étaient eugénistes. Et aujourd'hui, ça revient, mais d'une manière non pas étatique, ce n'est pas à l'État de dire ce qu'il faut, mais individuellement. Alors, comment ça se passe? Lors d'une fécondation in vitro. Concrètement, on a une fécondation in vitro. Plusieurs embryons sont sur la table. On élimine déjà, et ça se fait couramment, ceux qui ont une maladie génétique absolument terrible. On peut faire ça maintenant avec la trisomie aussi, mais dans des pays comme les États-Unis, on peut choisir la couleur des yeux, le sexe, et là où ça devient, la frontière est toujours plus ténue, il y a maintenant des prédictions qu'on peut faire, des prédictions de tempérament, de personnalité. Ah, carrément. Oui, qui sont possibles. Ce sont des probabilités. En fait, c'est ce qu'on appelle des scores polygéniques. C'est un terme qui désigne finalement il n'y a pas un gène de l'intelligence, mais on se rend compte qu'il y a 1000 variants génétiques et on peut faire des corrélations et se dire celui-ci a 30% de chance de mieux réussir, celui-ci 70%. Et on peut choisir ça sur Aujourd'hui, c'est pas encore accepté, mais on sait le faire et ça commence à on est à une phase de transition et la question que je pose, c'est au nom de quoi s'opposerait-on à l'avenir? Est-ce qu'on a encore du sacré, une morale judéo-chrétienne qui dirait la vie est sacrée, on n'y touche pas? Ou est-ce que finalement les valeurs libérales, chacun choisit ce qu'il considère être la vie bonne? Ses enfants, pourquoi ne pas payer une bonne école et aussi un bon capital génétique? Oui, ça c'est en tout cas la question est posée. Maintenant, vous avez aussi tout le côté de la dimension économique, la marchandisation. Quid de la marchandisation? Parlons-en. Parce que vous imaginez, en parlant de tout ça, les marchés immenses, colossaux, planétaires qui peuvent s'ouvrir avec ça, quoi, Et avec la question, est-ce que le néolibéralisme s'étend là-dessus ou est-ce qu'il y a des garde-fous? Et au nom de quoi justifier ces garde-fous quand la science moderne montre que finalement les grandes valeurs métaphysiques auxquelles on croyait ont été infirmées? Avant c'était Dieu et puis la science dit Dieu on n'est pas sûr. Au nom de quoi justifier à ce moment-là ces interdits? Donc en fait c'est Dieu on n'est pas sûr et l'homme on n'est pas sûr non plus. On peut l'arranger. On peut l'arranger. Et d'ailleurs, cette marchandisation peut être même au niveau de l'État, dans le sens où faites naître un enfant par le hasard, conception naturelle, il a peut-être des chances d'avoir des tares à l'avenir. C'est un coût, un fardeau pour la société. Et on risque d'être. Ne prenez plus de risques. Voilà. Et on va être encouragé à une procréation en dehors de l'acte sexuel hasardeux, mais dans un environnement médicalisé. D'ailleurs, ce qui va de pair avec l'allongement de la période de natalité. On fait des enfants de plus en plus tard. Donc tout ça tend à séparer la conception de l'acte sexuel. Oui, absolument, qui est déjà... D'ailleurs, la pilule a commencé, par rapport à ça, pas obligé de faire l'amour enfant. Mais là, alors, à votre avis, et vous posez la question qui est fondamentale, est-ce que, effectivement, on ne sera pas amené de dire, mais au fond, pourquoi des limites? Allons-y.
Il n'y a pas de limite à ce moment-là. Ou parce qu'à un moment donné, il ne va pas se poser le problème métaphysique. Là, on est en pleine réflexion philosophique, mais c'est pas inintéressant du tout. Au contraire, il n'y a pas de limite. Où est le contre-pouvoir, disons? C'était une bonne question. Le logiciel de l'individu et le logiciel de la science moderne, c'est de repousser les limites. Là, pour la science, c'est de comprendre ce qui est mystérieux, et pour l'individu, c'est d'élargir son champ d'action. Et c'est là d'ailleurs où on a l'aspect aussi séduisant de la technologie, c'est que sans technologie, il n'y a pas cette émancipation possible de l'individu. On n'a jamais été aussi libre individuellement, on peut même être autonome. Je pourrais très bien vivre 1 an chez moi en me faisant livrer mes repas, en ayant mes visioconférences. Cette autonomie qu'on a suppose une perfusion technologique qui en même temps repose sur des principes qui sont la négation de l'idée qu'il y aurait une nature humaine telle qu'on la conçoit encore aujourd'hui. Et donc ces limites, vers quoi ça nous tend? C'est un projet un peu infini, puisque on commence désormais à voir notre monde actuel qui est balisé par la technologie. Les mystères commencent à disparaître. Il y en a toujours des nouveaux, mais maintenant c'est la quête de l'être humain, mais aussi la quête de l'espace. Et c'est cette quête de partir à la conquête du cosmos peut ouvrir un nouveau sacré, puisque ce qui fédère les hommes en général il faut une dimension de sacralité, c'est évident. Et cette sacralité repose sur l'inconnu, le mystère. Par exemple, la montagne, imaginons qu'on est dans une société traditionnelle, loin dans le passé. Cette montagne mystérieuse, on peut l'investir de beaucoup de choses, mais lorsqu'on connaît, on va pas mettre des dieux dedans. Il va falloir chercher ailleurs. Et où est cet ailleurs? Quand on regarde le ciel maintenant, la pollution lumineuse, on voit même plus les étoiles. Donc où est-ce qu'on peut investir ce sacré? Et c'est peut-être un élément qui pourrait ouvrir l'humanité à une nouvelle sacralité. On ne le voit pas aujourd'hui, ce nouveau sacré. Et non, on le voit pas. Et on est en recherche. Et en tout cas, la technologie pourrait ouvrir de nouveaux champs. Mais en ce moment, on a une période de crise, puisque le sacré a été démystifié. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, comme disait l'autre, Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien, disait Mark Twain. Mais non, pas Mark Twain, d'ailleurs, c'est Boris Johnson. On marque une petite pause sur Sud Radio et on revient dans un instant. Vous aurez la parole. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Julien Gobin, un livre non pas de science-fiction, mais de science actuelle. L'individu fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle. Effectivement, Julien Gobin, je voudrais parler, parce qu'on a fait un tour d'horizon, mais il faut lire le livre, je vous le recommande. C'est un livre où il faut s'appliquer, mais c'est un livre passionnant, parce qu'il montre effectivement à la fois les dimensions et les limites de l'extraordinaire, et ça veut le dire, évolution qui est en cours actuellement, technologie, comportementale, scientifique, biologique, etc. Mais vous avez parlé justement du piège. Il y a des pièges là-dedans, et de sacrés pièges. Il y a de sacrés pièges. Le premier piège, et le principal, c'est celui d'attaquer notre nature même d'individu, qui est notre logiciel. Pourquoi l'intelligence artificielle est un piège, et la technique de manière plus générale, puisqu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans une technologie plus large. Elle n'apparaît pas de nulle part. Elle est greffée à un écosystème. Eh bien, c'est que dans notre monde actuel, on est sous perfusion technologique. Et cette perfusion technologique fait une externalisation de nos capacités physiques. On est de plus en plus dépendant, de moins en moins autonome. Mais cette externalisation de la technologie pour survivre, pour faire les choses, même beaucoup désormais. Et donc, externalisation également de notre capacité cognitive, de notre cerveau. Puisque je montre dans ce livre qu'il y a évidemment le remplacement dans le travail, évidemment, pour être plus performant. Mais pour moi, le vrai point crucial et qui met en cause notre individualité, c'est que notre société contemporaine crée des dilemmes, des grands dilemmes dans l'existence des individus, avec qui se marier, quelle carrière choisir, qui sont beaucoup plus durs qu'auparavant, puisque c'est à nous-mêmes de trouver le sens. Nous sommes responsables de nos choix. Et l'intelligence... Avant, il y avait des carrières qui étaient orientées, plus ou moins orientées. Absolument, ça pouvait être les carrières orientées, la famille qui nous dit, voilà, tout était balisé avec une marge d'erreur. On pouvait être très malheureux, mais on n'avait pas le fardeau existentiel sur nos épaules.
L'intelligence artificielle, imaginons un chat GPT qui n'est plus connecté seulement à Internet pour le travail, mais à nos données personnelles, toutes nos données. Aussi bien notre biologie, notre code génétique, nos déplacements, nos amis. On pourrait avoir à ce moment-là comme une synthèse d'un super coach psychiatre, meilleur ami, directeur de ressources humaines, grand compagnon, mais qui aurait l'avantage d'être rationnel et objectif. Et nous faire des recommandations, comme on a d'ailleurs désormais déjà sur les réseaux sociaux, des recommandations algorithmiques de lieux à fréquenter, de suggestions, même quand ceux qui sont sur des sites de rencontres d'applications, il y a des suggestions qui viennent d'algorithmes en fonction de plusieurs critères. Et là, ce serait à propos de votre parcours professionnel ou autre, tout. Enfin, voilà, de toutes nos décisions. Ouais. Et alors la question c'est... est-ce que ça sera efficace ou pas? Et pour y répondre, il faut se demander, est-ce que chez l'homme, il y a des choses qui échapperaient à des lois de la causalité matérielle? Est-ce qu'on est autre chose que de la matière? Si nous ne sommes que de la matière, il suffit de donner tout ce qu'on a comme données et on peut faire des prédictions comme la poupée vaudou dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Et donc si les prédictions... C'est la machine, quoi. C'est l'homme-machine. C'est l'homme-machine et avec des recommandations qui viendraient maximiser notre recherche de bien-être, parce que finalement on peut se dire, et c'est un peu une autre façon de voir les choses, le libre arbitre. Pourquoi est-ce qu'on agit librement? Parce qu'on recherche ce qui est le mieux pour nous en général. Et si on peut avoir un outil qui est plus performant, un super libre arbitre numérique, mais qui reste super libre arbitre, ne va-t-on pas déléguer ces choix-là? Et en les déléguant, évidemment, on perd à chaque décision que nous prenons, nous mobilisons notre personnalité, on arbitre. On perd l'autonomie. Voilà. Et alors, on dit toujours le cerveau est un muscle, mais effectivement, chaque décision mobilise des sphères de nous-mêmes, notre passé, et plus on délègue, moins on forge cette individualité, cette autonomie, et plus on devient passif. Et là, il y a un véritable piège qui, pour moi, est le piège le plus concret. C'est ces intelligences artificielles dans notre vie personnelle ne sont pas encore arrivées, mais je pense que c'est une question de seulement quelques années. Ah oui. Oui, vous voulez dire, en fait, c'est la tentation de modeler, je dirais pas de robotiser, c'est caricatural, mais quand même, quelque part, en fait, cela, ce serait la fin de l'homme autonome. Ce serait la fin, non seulement de l'individu, mais de l'individu libre. Parce que, après tout, je m'en remets au coach, compagnon, homme, machine et compagnie qui va m'indiquer mieux. Il saura mieux que moi ce qui est bon pour moi. Voilà, tout à fait. Et si on le replace dans camp du bien. Si on le replace dans la trajectoire historique, on avait dans les sociétés qu'on appelle traditionnelles, holistes, ce sont les sociétés où la croyance collective dicte les comportements de l'individu. Finalement, on s'en remettait à cette collectivité. Oui. On a eu ensuite la société des Lumières. Oui, on l'a eu ça déjà. On l'a eu, la société individualiste libérale qui est la nôtre. On place en l'individu la possibilité de choisir. Mais désormais, on a tendance à externaliser de nouveau à l'extérieur. Mais cette fois-ci, cette recommandation n'est pas pour tout le monde, c'est individualisé. Et ça serait un compromis entre les anciens modèles et celui d'aujourd'hui. Ça fait réagir, André. Ouais, ça fait réagir au standard. On a Frédéric qui nous appelle depuis Nantes. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio et bonjour à votre invité. Eh bien écoutez, en vous attendant, moi je me posais, j'étais d'abord un peu effrayé de ce que j'entendais, et puis je me posais quand même quelques questions. Je me demandais si finalement l'intelligence artificielle, au lieu d'être l'homme augmenté, ça n'allait pas être au bout du compte l'homme diminué. Parce que quand on voit quand même que, au bout du compte, tout ce qui se passe avec cet aspect des choses, c'est quand même les restrictions, les diminutions, les suppressions, sans arrêt et tout le temps, de toutes les libertés individuelles. On voit encore, au niveau de l'Europe, on voit M. Breton et ce qu'il fait. En France, on voit la dernière loi de l'article 4 qui essaye de passer. On voit qu'à chaque fois qu'il y a un soi-disant progrès, il s'agit de rétrécir les libertés, rétrécir l'individu. Oui. Voilà. Ouais, très juste. Oui, vous êtes là le problème, hein, Julia. C'est tout à fait le problème qu'on soulevait d'ailleurs en début d'émission de finalement l'environnement technique dans lequel nous sommes et dans lequel l'intelligence artificielle est partie prenante diminue notre marge de manœuvre, diminue notre marge d'action. Mais alors là, on pourrait aller un peu plus loin dans cette observation. Est-ce que nous l'accepterons ou pas? Et on risque de l'accepter aussi parce que quel serait l'effet? Est-ce que le bien-être augmenterait ou pas? Et finalement, mais qu'est-ce que c'est que le bien-être? Est-ce que le bien-être n'est pas d'abord le sentiment d'être libre et d'avoir son libre arbitre? Eh bien, c'est toute la question. C'est ça le bien-être aussi, non? Alors,
Pour certains, en tout cas. Il y a ce fameux texte d'Étienne de la Boétie, discours de la servitude volontaire. Bien sûr. Si on est bien, finalement, on est heureux et on n'a pas de tension particulière, pourquoi chercher à s'émanciper si on est sous perfusion technologique mais que cela répond à nos besoins, ou alors qu'on est suffisamment habilement orienté dans des directions par des petites manipulations, ce qu'on appelle les nudges aujourd'hui, qui est une manière de conduire l'esprit dans certains choix. Finalement, lorsqu'on a ce qu'on voulait, est-ce qu'on voudrait autre chose? Voilà. Oui, alors je veux dire, c'est ce que vous dites, c'est ça, le bonheur de la taupe ou le bonheur du grimpeur? Absolument. Et ça nous renvoie à la dystopie Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où c'est une société dans laquelle les personnes sont déterminées génétiquement et conditionnées socialement pour occuper la place qu'ils souhaitent. La place qu'on veut pour eux. Avec l'intelligence artificielle, le 18 juin n'aurait sans doute pas pu avoir lieu. Le 18 juin, De Gaulle et l'appel du 18 juin. Est-ce que effectivement, s'il y avait parce que le bien-être, dans la période, il dit, mais l'Allemagne a gagné, écoutez, restez chez vous, accommodez-vous, etc. Oui, vrai. Tout à fait. Et là, ce sont des rapports de force. Qui aura la meilleure force de frappe de manipulation de l'information ou des esprits? Mais honnêtement, attendez, Julien Gobin, est-ce que quand même, il n'y a pas une tentation, je rappelais Yamoum, est-ce qu'il n'y a pas une tentation fasciste et une tentation totalitaire là-dedans? Alors, tentation totalitaire, oui. Je ne dirais pas fasciste, mais totalitaire, c'est clair. Exactement. Et une des trajectoires très probables, même avec les meilleures intentions du monde, on parlait du meilleur des mondes, ce qui est effarant dans cette dystopie, c'est que les personnes sont heureuses et bien. Ah, bien sûr. Voilà. Et donc, on peut tout à fait être entretenu dans son illusion, entretenu dans son bien-être, dans son monde sur mesure, sans se rendre compte qu'on est le jouet de forces qui nous conduisent à penser de telle manière. Et comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on sait. Non, mais c'est passionnant parce que vous posez un problème qui est majeur et qui effectivement sera posé dans les prochaines années au monde. C'est effectivement, et j'espère, en tout cas, c'est un souhait personnel, que le libre arbitre sera toujours plus fort. En tout cas, que dans ce monde-là, on aura à choisir la voie des possibles et l'extension du champ des possibles, ou la voie de la machine et l'extension du champ des machines. Ça va être intéressant à suivre, en tout tout cas. Absolument, oui. Et non, mais je crois qu'on est... On arrive en fin d'émission. En tout cas, vraiment, je recommande le livre. Lisez-le, il vous enseignera beaucoup de choses. Merci beaucoup Julien Gobin d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre, L'individu, fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle, aux éditions Gallimard. Merci à vous qui avez encore votre libre arbitre de nous avoir écoutés sur Sud Radio et d'avoir composé le 0826 300 300. On rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur le Twitter X de Sud Radio. André Berkoff, vous revenez demain avec Céline Alonso entre 13h et 14h. Vous parlerez de Missak Manouchian, je crois. Le grand résistant qui va entrer au Panthéon, que vous avez avec sa compagne Mélinée, et fusillé en 1944. Ça sera de 13h à 14h et demain à partir de midi jusqu'à 13h, vous retrouverez Alexis Poulain qui sera avec vous en direct et en exclusivité sur Sud Radio. À demain. Tout de suite, c'est Brigitte Lay. Retrouvez Sud Radio Parlons Vrai à Lyon sur 105.8 FM. Sud Radio, Parlons Vrai.